Il est des pays dont le nom seul résonne comme une invite au plus haut mystère. Parmi ces hauts lieux, le Yémen a été sans doute de tout temps celui qui a le plus étonné les voyageurs. Forteresse de montagnes sculptées par des générations de paysans, royaume de l'architecture où le moindre village est une œuvre d'art. Montagnes appropriées, apprivoisées, aux lignes de crête balisées de hameaux, flanquées de gradins aux couleurs changeant avec les saisons, rythmées par les stries horizontales des murets de pierre. La solitude du Yémen coïncide avec son isolement politique à l'intérieur du monde arabe. Elle fait de chaque homme un guerrier inquiet en puissance et change son existence en perpétuel combat. À chaque instant, la moindre étincelle peut réveiller un conflit armé. Cependant, la jambia portée par tous les hommes n'est qu'une parure masculine, au plus un symbole de virilité propre à l'Arabie du Sud, et nullement une arme de combat. C'est un symbole social qui n'est pas le même selon les tribus, les régions et la notabilité de leurs propriétaires. En traversant le pays, la découverte de la vallée de l'Hadramaout, gigantesque canyon de plus de 150 km, porte la révélation à son comble. Des constructions extraordinaires font oublier complètement le matériau d'origine. On est stupéfait par la folie mystique des constructeurs, réalisant des gratte-ciels de terre séchée qui montent jusqu'au 9e étage. L'Hadramaout, c'est aussi la vallée céleste, pays de l'encens. Il est difficile d'imaginer les richesses qui découlèrent de ce monopole à une époque où les fumées d'encens embaumaient chaque autel et chaque cérémonie funéraire. Le nom de Yémen est aussi évocateur du pays de la reine de Saba et de l'Arabie heureuse. Partir pour Marib, c'est espérer franchir les portes du palais de la reine de Saba. Saba, c'était la richesse du haut commerce de l'encens. Saba, c'était des canaux d'irrigation en bordure du désert. La digue de Marib, merveille du vieux monde, bâtie sur une longueur de 650 mètres, illustrait bien la puissance du royaume. La rupture de cette digue au Ve siècle a frappé l'imagination des Arabes. Sa ruine fut comprise comme la fin d'une suprématie séculaire. Officiellement, la région de Marib n'est plus difficile d'accès. Mais tout le degré de sécurité dépend des circonstances du moment. Le moment était sans doute mal choisi pour nous, car 3 véhicules nous ont barré la route avec 15 hommes armés de Kalachnikov. Nous avons été 17 Français à être pris en otage. Transportés à 100 km au sud de Marib, dans un modeste hameau de la province de Chabois, nous avons été enfermés dans l'habitation de Zumbien Douman, emprisonnés depuis 6 mois sans avoir été jugés. Ce dernier travaillait pour Total dans le but d'obtenir les signatures des contrats pour les terrains pétrolifères de l'Hadramaout et nous étions donc la monnaie d'échange contre sa libération.
Nasser, 28 ans, bédouin de la tribu Al-Ashlam, a été notre seul interlocuteur pendant la détention. Parfaitement anglophone pour avoir fait ses études à Londres et celles de pétrolier en Irak, c'est lui qui nous expliqua les raisons de notre kidnapping. En prenant en otage un groupe important de Français, les membres de sa tribu voulaient faire pression sur le gouvernement de Sanaa afin d'obtenir la libération de leur oncle. Les tribus yéménites ont découvert que le tourisme pouvait être aussi une arme de négociation. La perspective pétrolière de ces régions est importante. C'est pourquoi certaines tribus revendiquent une partie des richesses de leur sol, comme elles en ont le droit. Les sorties nous étaient autorisées le matin dans les champs, ce qui nous permettait de voir les enfants occupés aux travaux agricoles et d'apercevoir les silhouettes furtives des femmes faisant paître les bêtes. L'après-midi, des hommes armés nous emmenaient à 100 mètres du hameau sur un site archéologique datant du règne de la reine de Saba et qu'aucun étranger n'avait vu avant nous. De grands murs cyclopéens sont encore en place. De nombreux fragments de textes sud-arabiques sont toujours visibles sur les pierres, présentant une écriture sabéenne datant de 2500 ans. Cette statuette en bronze avait été trouvée par Nasser, et elle représente la tête de la reine de Saba, le buste monté sur un chameau de chèvre. Son frère possédait cette tête d'albâtre, datant probablement du 5e siècle avant notre ère. Les habitants nous montraient des frises rescapées de l'ornementation des temples. Nous avons pu joindre ce matin les autorités de Chabois, la région où sont détenus les Français. Elles affirment que les négociations vont bon train, qu'une libération pourrait même avoir lieu d'ici demain. Mais entre-temps, les forces de l'ordre continuent de faire pression sur les ravisseurs. Elles auraient même arrêté plusieurs membres de la tribu Al-Ashlam pour pouvoir négocier en échange de leur libération, celle des touristes français. C'est dans la cour de la maison où se tenaient les réunions du conseil tribal pour discuter de notre sort que j'ai été invité, après 4 jours de détention, à venir partager leur repas de fin de jeûne. Le lendemain, au lever du soleil, on nous a annoncé notre libération. Les ravisseurs étaient persuadés d'avoir obtenu satisfaction, et c'est avec le sourire qu'ils ont tiré une sable d'honneur lors de notre départ. Transportés dans une caserne située quelques kilomètres plus loin, nous avons été reçus dans le moufrège qui avait servi aux négociations par le gouverneur de la province de Marib, le vice-ministre de l'Intérieur et plusieurs généraux. La journée de notre libération s'est passée très vite. Le retour parmi les autorités officielles, les photos, les télés, les interviews, l'accueil à l'ambassade, puis l'envol pour la France. Nous avons appris 2 mois plus tard que le jour de notre retour en France, l'armée avait attaqué à l'arme lourde le hameau où nous avions été détenus. Les enfants que nous avons connus et quelques hommes avaient été tués, les femmes grièvement blessées, le cheptel décimé et la maison de détention rasée au missile. Alors que beaucoup de dévouement de toute une vie n'auraient jamais réussi à nous mettre en vedette internationale, les membres de la tribu Al-Ashlam, inconnus, et qui le resteront, auront involontairement réussi cela en trouvant la mort après notre départ. Ce n'est pas la durée de la captivité qui importe, mais plutôt l'expérience en elle-même et l'enseignement que chacun peut en tirer.
La citation de Malraux, « Le Yémen est le dernier espoir de ceux qui ont tout vu et qui voudraient encore être étonnés », avait tout son sens avant notre capture, mais nous n'en demandions pas tant. Depuis plus de 20 siècles, derrière les populations tribales se dissimulent des milliers de têtes obscures où pointe en secret une différente idée de notre monde. La désunion traditionnelle des tribus yéménites, dont nulle autorité n'est jamais parvenue à réduire longtemps les rivalités, fait régner une tension jusque dans le gouvernement de Sanaa et crée une menace de déséquilibre permanent. Tout se passe comme si l'État du Yémen demeurait encore une utopie à réaliser.